Demain, entre 10h30 et midi, au stand Bip, on n'a pas le droit de citer de marque, je crois, BWT. Demain matin, donc, il faut aller goûter absolument. Et ce sera à l'issue de cette dégustation qu'on connaîtra effectivement le meilleur blend de France, de le monde et de la galaxie. Les 3 blends ont en revanche été sélectionnés. Je vous le dis pour vous mettre à l'aise. Hein, avant. Ça a commencé? Oui. Eh bien, bonjour à tous. Le goût du blend. L'intitulé exact, c'est découvrir et comprendre le goût du blend en blend, le goût du café en blend. Et nous, on va plutôt s'intéresser effectivement à l'assemblage, au mélange, à la Michaela, au blend. 4 mots, 5 mots qui appartiennent à l'histoire du café, que l'on emploie beaucoup, mais qui ont connu des réputations, des acceptions très différentes en fonction des temps, des époques, des milieux. À la fois, c'est, et vous reviendrez sur cette connotation, à la fois ça peut être perçu comme la partie créateur ou créatrice du torréfacteur, la signature du torréfacteur, ou au contraire renvoyer au café industriel, au mélange Lavazza, excellent, au mélange de tous les industriels qui ont fait des mélanges justement pour gérer ce que l'on va voir, des flux, des qualités, des hétérogénéités en fonction des millésimes, etc., etc. Donc moi, je voulais rentrer un petit peu avec vous au cœur du blend, cœur du goût du blend, pour comprendre un petit peu ce que c'est avec vous, comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on le crée, et si effectivement il y a une hiérarchie. On est sur un café, sur un salon très ouvert, mais est-ce que le blend peut être aussi bon qu'un single origine? Est-ce qu'il peut être plus cher qu'un single origine? Est-ce qu'il est plus facile à faire, moins facile? Est-ce que c'est un pis-aller du café? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on peut faire les meilleurs cafés de le monde avec un blend? Alors, pour répondre à cette question, on a les 4 finalistes du meilleur blend, donc du meilleur assemblage, du meilleur mélange de France. Je vous laisse vous présenter. Donc, Benjamin de la torréfaction au Bonkawa sur Buchy, dans Seine-Maritime. Alors moi c'est Maël, café Kikeran Saint-Jean-de-Luz, Pays Basque. Voilà, petite torréfaction depuis 20 ans. Alors Claude, de torréfaction Lagarde à Guebwiller en Alsace. Guillaume, torréfacteur pour Café Gonéo en région lyonnaise. Eh bien, enchanté, ravi d'être parmi vous, d'animer cette table ronde, donc destinée à comprendre un petit peu mieux le blend. Et on va rentrer un petit peu, ce que je vous propose, c'est un parcours justement dans toute la chaîne de valeur, parce qu'à l'Arbre à Café, on aime beaucoup justement remonter ou redescendre les filières. Et on va donc aller de ce que c'est que le blend jusqu'au blend de concours, en passant évidemment par sa torréfaction, son extraction, son sourcing et sa création ou sa composition en équipe ou tout seul. Est-ce que c'est une création Deux Machina, tout seul dans son coin comme un alchimiste, ou est-ce qu'au contraire c'est une aventure collective? Donc on va entendre sans doute les 4 personnes les plus compétentes de France à ce jour, puisque le résultat c'est demain, 16h30 dans cet espace, pour élire, pour justement découvrir le meilleur blend du monde. Donc je voudrais vous entendre déjà sur ce que c'est qu'un blend pour vous. Quelle serait la définition? Parce que j'ai employé plusieurs vocables. Comment est-ce que vous l'appelez et comment vous le définissez? Claude? Alors c'est vrai que si on prend le mot blend et qu'on prend sa traduction, en collant le... Si on prend un peu la traduction du blend, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, le premier mot, c'est mélange. Mélange, moi, je trouve que c'est un peu grossier dans la façon de faire. Le deuxième, ça serait peut-être plutôt l'assemblage. L'assemblage, il y a une connotation de travail pour réaliser un objectif. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une autre traduction, c'est l'alliance. En fait, je trouve que l'alliance, ça pourrait être un terme intéressant parce que c'est l'alliance souvent de plusieurs entités, de plusieurs singularités pour arriver à faire quelque chose qui va être beaucoup plus élaboré, de niveau supérieur en termes de qualité. Et souvent, quand on parle d'alliance, on parle d'objectif. Et en fait, du coup, le blend
qu'on a en torréfaction, il a un objectif. Un objectif sur une satisfaction client, une attente, un objectif sur un développement aromatique très spécifique, un objectif de travail de différents cafés, de différentes origines, de différents process. Et ben ça, c'est justement le chemin qu'on va voir. En tout cas, Alliance, ça me plaît beaucoup. J'avais jeté composition. Est-ce qu'il y a d'autres noms, d'autres mots, justement, ou d'autres conceptions qui peuvent sortir de vos chapeaux d'experts? Moi, je dirais c'est un schéma narratif. Dans un assemblage, on va essayer de raconter une histoire, on va essayer de porter une vision artisanale peut-être en tant que torréfacteur, en tant qu'entreprise. Et on raconte finalement une tasse inédite. C'est une tasse qui n'existe normalement nulle part ailleurs. Donc on fait une proposition qui pour moi doit être suffisamment pertinente parce qu'avec la qualité des cafés qu'on a, la complexité d'une seule tasse, d'un seul terroir, d'un seul producteur, c'est déjà assez vaste. Donc finalement, faire cet assemblage, c'est un parti pris en tant qu'artisan, en tant que peut-être acheteur en café vert ou on va dire maillon final en tant que barista par exemple. Donc il y a une histoire à raconter qui peut être très vaste. Ça peut être l'histoire d'un producteur, l'histoire d'un terroir, l'histoire d'un process de fermentation, l'histoire d'une entreprise qui se cache derrière, par exemple. Super, très bien. Donc Alliance, schéma narratif, nulle part ailleurs. À Saint-Jean-de-Luz, comment on l'appelle alors? On parle de blend, on parle d'assemblage comme partout, on parle j'aime bien parler de recettes aussi, parce que ça reste une recette de cuisine hein, quelque part. Ouais. C'est le même principe, c'est le même schéma. On prend des ingrédients qui sont bons à la base, qu'on aime beaucoup. C'est de la cuisine d'assemblage alors? Un peu plus complexe que ça. Voilà, mais à la base, voilà, qu'est-ce que ça donne ensemble? Et je suis sûr que celui-ci et celui-ci peut donner quelque chose d'intéressant à la tasse ensemble. On essaye justement, alors surtout aujourd'hui, d'en tirer les meilleurs. C'est vrai qu'un blend, ça peut être plus avant un assemblage de choses qui servaient à gommer les uns et les autres. Là, c'est plus des assemblages aujourd'hui qui vont faire qu'on va sélectionner des très bons cafés entre eux pour donner qui va accoucher sur quelque chose d'encore meilleur ou de singulier, quoi, vraiment d'unique, comme une recette de cuisine. Merci. Donc recette, hein, Alliance, recette, nulle part ailleurs. On peut dire aussi que c'est un mariage des saveurs. Et où en fait on a le 1 plus 1 qui devient, ou encore plus 1 qui peut devenir parfois 3 ou 4 pour raconter une histoire derrière. C'est comme ça que je le vois. La plupart des assemblages que je fais moi, sont tournés vers ma clientèle, la clientèle que j'ai, avec pour objectif d'essayer de répondre à leurs attentes et toujours de leur faire découvrir un peu ce que je fais à travers un seul café qui va retrouver des attraits d'autres cafés en fait. Voilà, et donc ce mariage pour essayer de justement d'en tirer le meilleur parti et pouvoir raconter une histoire et montrer un peu tout ce qu'on peut faire dans notre gamme en un seul café, ce qui est assez compliqué. Très bien. Alors moi je suis d'une génération où il y avait un petit peu un blend bashing, un assemblage bashing, et je sais que chez vous, certains d'entre vous m'ont parlé justement de ce nouveau regard qu'ils avaient dû porter justement sur l'assemblage, sur le mélange, en disant que peut-être, est-ce qu'on peut parler effectivement d'un blend bashing en France ? Oui, si on se rapporte au café industriel et où le principe du blend, c'était justement de lisser le goût pour uniquement équilibrer, avoir un même profil de tasse qui se tient d'une année sur l'autre selon les récoltes. Et puis, je ne sais pas si mes collègues vont être d'accord, mais avec l'arrivée du café de spécialité, où on est tous un peu des petits chimistes dans notre coin à vouloir trouver d'autres choses, on veut redorer ce blason parce que c'est une forme d'expression supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment le dogme un peu d'un café pure origine, 100% Éthiopie. À une époque, c'était très Colombie, etc. Maintenant, comment on peut vraiment se différencier aussi d'un autre torréfacteur? Ça va être la façon dont on va assembler ces plusieurs terroirs. Voilà, donc c'est en ça où on redore le blason du blend. Alors qu'avant, c'est vrai, c'était plutôt pour lisser ou alors tous les ratés de torréfaction remélangés pour revendre ça à bas prix aux clients à la fin pour pas perdre. Voilà, mais ça, c'est fini, ça. Alors, merci pour la transition. On va justement s'attaquer à la question de pourquoi le blend. Pourquoi est-ce qu'on blend du café? Et ma première question, c'est mais en fait, le café n'est-il pas par définition un blend? Puisqu'il n'y a pas d'effet de masse comme dans le vin, par exemple, ou comme quand vous faites des jus de fruits. Ici, on vend toujours, quand on est torréfacteur, des grains.
et on achète toujours des grains qui sont mélangés. Donc est-ce qu'on n'a pas ce côté, est-ce que le café n'est pas un blend spontané en lui-même? Moi, je dirais qu'effectivement, on peut voir les choses comme ça. Sur une même ferme, on peut avoir plusieurs variétés botaniques. Donc ça peut être considéré comme un blend, dans un sens. On peut avoir un producteur qui utilise plusieurs process, mais sur ces mêmes variétés. Et derrière, effectivement, je rebondis sur ce qui a été dit auparavant. Le blend, c'était, l'assemblage, c'était une façon aussi de pouvoir proposer une marque de fabrique, quelque chose d'assez lissé, parce qu'on avait des qualités qui étaient assez régulières, on n'avait pas les mêmes techniques de conservation, de production agronomique, de logistique, de transport. Donc il y avait un vrai travail d'assemblage pour essayer de retrouver une tasse similaire année après année. Et aujourd'hui, je trouve qu'en France, on a cet héritage-là, mais on a aussi la possibilité de le redéfinir. C'est une sorte de revisite finalement, où on va essayer de réfléchir à pourquoi on crée un assemblage. Et effectivement, est-ce que déjà, on peut avoir un café qui est déjà issu d'un assemblage au sein d'une même ferme, un même producteur? Ça peut être un sujet de réflexion aussi dans un concours comme celui-ci. Alors Claude, quels sont justement les facteurs? Pourquoi est-ce qu'on fait un assemblage? Le facteur qui nous a nous poussé à travailler effectivement un assemblage, c'est créer une signature, comme on l'a dit à un moment. C'est créer une signature de notre entreprise, parce qu'effectivement, c'est un travail d'entreprise ou un travail de recherche personnelle. Et c'est quelque chose qui est en fait unique, une signature. C'est ce qui a un peu été dit. On a chacun sa recette, chacun son alliance. Et quand j'utilisais le mot alliance avec l'idée d'objectif, l'objectif, c'est de répondre à une attente de notre clientèle, qui peut être très particulière chez moi, qui peut être différente dans d'autres régions. Et donc, en fait, le travail du torréfacteur par rapport à ce blend, c'est d'abord de comprendre un peu l'attente de la clientèle et derrière de pouvoir y répondre du mieux possible par quelque chose qui va être spécifique, qui va être unique, qui va appartenir à l'entreprise. Et donc le blend pour un torréfacteur permet de marquer son territoire et effectivement de poser sa signature. Oui, tout à fait. Oui. Super. Maël, tu es d'accord? Oui, complètement. C'est vraiment ce qui... je reviens toujours à cette recette, mais c'est la création du torréfacteur. C'est ce qui va faire que les clients vont l'identifier par rapport à d'autres. C'est vraiment des marqueurs... Au-delà, alors bien sûr, la torréfaction, ça va déjà être un marqueur de la clientèle vis-à-vis de son torréfacteur, mais le blend de la recette en plus, c'est vraiment quelque chose qui revient à la maison, c'est vraiment l'empreinte du torréfacteur en clientèle. Ouais. Chez Gonéo, on est d'accord? Oui, je crois que tout a été dit, c'est ça, c'est la signature. Aujourd'hui, si on veut acheter un Colombi huile à limone, on peut l'avoir chez moi, on peut l'avoir chez Maël, peut-être chez Guillaume et chez Claude. Et en revanche, nos propres blends signature, on les a que chez nous. Et au final, c'est un élément aussi différenciant pour notre clientèle, et c'est ça qui est assez sympa. Donc ça, c'est le facteur numéro 1 pour le torréfacteur. Effectivement, la motivation numéro 1, c'est de présenter sa signature et d'exprimer à son client effectivement qui il est. Très bien. Il n'y a pas d'autres facteurs? Il n'y a pas un art de la dissimulation dans le blend? Créer un blend, c'est avoir un petit peu d'audace, c'est avoir un peu d'envie, un peu d'alchimie des différents produits. Mais c'est aussi montrer un peu d'audace dans notre travail, quoi, et de recherche en fait. On n'est pas que des exécutants, on est aussi un peu quelque part chercheurs pour améliorer toujours la production qu'on réalise, et le blend en fait partie, quoi, en fait. Alors, parce que quand j'ai interrogé quelques personnes au hasard dans les allées, ils m'ont dit le blend c'est pour des raisons économiques, et puis effectivement c'est pour des raisons de qualité. Ça permet de passer les fins de l'eau, les vieilles récoltes, etc. Vous n'êtes pas d'accord avec ça du tout? Pas du tout. Pour moi, c'est pas un élément de dissimulation, mais de révélation. C'est-à-dire que les derniers blends que j'ai pu faire, dont aussi celui pour le concours, l'idée c'était sur les cafés que j'ai utilisés de comment un café va aider en fait à révéler l'élément le plus sympathique d'un autre café. Et voilà, donc dans la façon dont il est construit, etc. Il peut y avoir des considérations économiques,
parce que, par exemple, tout ce qui est lié à des cafés comme le Robusta, etc., qui peuvent être encore aujourd'hui un peu moins chers que l'Arabica, mais qui peuvent au contraire venir soutenir et révéler les saveurs des autres composantes du blend. Donc, et vouloir faire des économies, même si ça peut parfois être une motivation, c'est pas forcément en fait vouloir renier la qualité. Parfois, en fait, on peut allier aussi les deux. Même si on peut aussi faire des blends à très forte valeur ajoutée. Voilà, il y en a certains, ils sont faits avec des cafés très très chers, et on peut en faire un blend encore plus cher à la fin. Surtout s'il y a eu des essais et qu'on a cramé quelques broches. Si on veut les rentabiliser, bah, du coup, on répercute le prix sur le reste. Il y a le coût R&D est plus important au final sur un blend que sur un pure origine. Bon, donc c'est une bonne nouvelle. Le blend, c'est avant tout la signature du torréfacteur. C'est une possibilité. Après, c'est vrai que ça a une mauvaise réputation, surtout dans le specialty coffee, où on imagine un blend comme un cache-misère, finalement. Mais je pense que ça peut être aussi un moyen de mettre en avant un message ou la qualité d'une ferme. Je pense par exemple, si on a envie par exemple, de parler d'un process éco-responsable et de parler un petit peu de la condition environnementale et l'avenir en fait, de la caféculture, on peut décider par exemple par un blend de parler par exemple d'un process ONI ou nature en blendant différentes productions qui sont réparties à travers le monde ou au sein d'une même ferme. Et au final, on va porter un message aussi par un blend, alors qu'en single origin, on va quand même beaucoup plus parler d'une approche singulière et on va se concentrer surtout sur la tasse et le résultat de la tasse. Avec un blend, encore une fois, on raconte quelque chose qui n'existe pas. Donc on peut mettre en avant un message peut-être plus fort. Donc le blend, c'est effectivement le meilleur support de communication et d'expression pour le torréfacteur. Hein, Eh ben, on va voir maintenant comment on source un blend. Est-ce qu'on peut tout mettre dans un blend, tout faire? Est-ce qu'il y a des mauvais mariages justement, des mauvaises alliances, des compositions qui sont un petit peu bancales? Donc ma question, c'est effectivement comment est-ce que vous choisissez, comment est-ce que vous sourcez le café que vous allez blender, que vous allez composer, assembler? Ben, je pense qu'il y a forcément dans la création d'un blend, c'est vrai que c'est pas du n'importe quoi, c'est un travail. Donc il y a forcément à la base une petite idée derrière la tête. Qu'est-ce que je veux? Il me manque ça dans mon offre de café, j'ai envie de faire telle recette. De quoi j'ai besoin? Donc il y a déjà un travail effectivement de sourcing à la base, peu importe le process, l'origine, sur quoi on veut communiquer. Il y a forcément déjà une réflexion qui se fait à la base. On ne prend pas les cafés qu'on a dans son stock et tiens, je prends ça, je prends lui, je mélange et comme ça, je sors mon stock. Et alors, on s'appuie sur son importateur ou sur ses fournisseurs pour faire le blend? Sur tout le monde. En fait, on s'appuie sur le maximum d'infos, sur notre importateur, et puis sur nos connaissances et sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on pense connaître du goût de chacun, du process qu'on connaît. Et puis des fois on se trompe, et puis c'est du travail, c'est du cupping, des fois on pense avoir une belle idée avec ça, mais non, il y a un peu de retouche à faire, donc c'est aussi du travail derrière, c'est beaucoup de café à boire, hein, effectivement, avant d'arriver sur quelque chose qu'on pense nous modestement être bon. Est-ce qu'il y a des règles justement de sourcing, de composition? Des choses à faire et des choses à éviter. Je crois que tu as quelques petites idées que tu voulais partager. Je dirais qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais blend. Pour paraphraser un acteur célèbre dans Mission Cléopâtre. En vrai, je pense que c'est surtout une histoire de goût. Le goût, au final, c'est très subjectif. Bien entendu, on a quelques lignes directrices avec le café de spécialité sur les tendances gustatives du moment. Maintenant, après, moi, dans mon sourcing et dans l'élaboration, où je me rapproche de mes producteurs, souvent on commence à regarder aussi ce qu'on a dans notre propre gamme avant de vouloir en rajouter un autre. Et surtout, si on veut que ce soit un café qui nous ressemble, souvent, en fait, les éléments de la recette sont déjà souvent dans notre gamme. Après, on peut venir rajouter un élément étranger supplémentaire pour venir enrichir, qu'on va peut-être d'ailleurs retravailler derrière en single origin. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais, je m'interdis rien. Et c'est surtout, comme disait Maël, on goûte beaucoup. Et on peut faire goûter s'il y a une notion collaborative. Et voilà, c'est surtout pour moi très subjectif en fait sur cette ligne. Alors on a quand même beaucoup de blends qui sont base Brésil, plus Indonésie ou centre-américain, et puis de l'Éthiopie.
Est-ce qu'on peut se sortir de ce triptyque classique ou pourquoi est-ce qu'il fonctionne? Et je ne vais pas vous demander, puisque je n'ai pas le droit, si vous avez justement travaillé avec ce triptyque-là ou pas? Je pense qu'on peut sortir de ce triptyque dans le sens où il y a la création d'un assemblage dans un but, on va dire, commercial. Il y a la création d'un assemblage dans un but de concours. Ça peut être deux choses similaires ou deux choses différentes. Et il ne faut pas oublier le côté ludique. Ça reste un exercice très ludique. Il faut prendre plaisir à faire ça, je pense. Et on peut aussi imaginer un équilibre qui n'est pas forcément autour de l'équilibre parfait. On peut avoir un équilibre autour des acidités. On a plusieurs acidités dans le café, malique, citrique, phosphorique, etc., tartrique. On peut avoir un équilibre qui se fait autour de la texture. Et on peut décider de créer un assemblage avec un parti pris dans différents équilibres. Donc ça peut se passer effectivement sans forcément aller chercher le fameux Brésil, Colombie, Éthiopie, où on va chercher l'équilibre parfait pour correspondre à un maximum de personnes. On peut aussi arriver à trouver cet équilibre-là en prenant un parti pris et en s'amusant finalement. C'est un petit peu le but de ce concours, j'ai l'impression, quoi. Et tu as des exemples pour nos amis baristas, professionnels, amateurs ici? Hors celui du concours? Des exemples de partis pris qui t'ont marqué justement ou que tu as trouvé particulièrement intéressant? Oui. Moi, il y a quelques années, j'avais été inspiré justement par cette approche qui avait été, je crois, mis en avant par Café Pfaff, me semble-t-il, et aussi par Jérémy Vergne à une époque. Justement de parler d'un process et de ce côté environnemental, et il avait pris le parti pris de parler du process nature. Et donc finalement ils prennent le blend dans l'autre sens, au lieu de construire un assemblage avec des terroirs différents et se concentrer en fait sur cette équipe de tasses. Il va déconstruire en fait en perdant le dégustateur sur des variétés différentes, des altitudes différentes et des producteurs différents et des terroirs différents. Et le point commun finalement c'est le mode de fermentation. Et donc on va se focaliser gustativement sur une fermentation et non pas sur une approche singulière. Et finalement ça donnait vraiment sens à pourquoi faire un blend avec un message derrière, un côté très ludique et un côté éducatif aussi pour le dégustateur. Alors je crois que aussi peut-être dans le choix de ce qu'on peut sourcer comme type de café, ce qui est important, surtout si on a un blend en fait qui est une signature de l'entreprise, c'est penser à la reproductibilité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met sur un sourcing, il faut pouvoir la faire durer dans le temps parce que c'est une signature qui doit perdurer pour l'entreprise. Et puis deuxième chose, en fait, alors comme on disait tout à l'heure, hein, il y a de la subjectivité. Comme le disait Benjamin, mais en fait, ce qui est important aussi, c'est les retours des personnes à qui le consomment, à voir si effectivement c'est quelque chose qui provoque une émulation, ou les gens redemandent, ou les gens disent non, c'est bof, etc. En fait, tout ça, c'est des éléments importants qui nous permettent de valider ou d'invalider une recette qu'on aura travaillée, quoi, en fait. Maël ? Moi, ça me fait penser à autre chose par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire avec un blend. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi de le mettre en parallèle avec l'évolution des goûts aussi qu'on constate nous. C'est vrai qu'il y a des bons vieux mélanges qu'on a tous vendus par des nécessités commerciales. Alors pas forcément pour lisser, histoire d'en faire quelque chose de bon. Mais c'est vrai que des recettes comme des bons vieux mélanges italiens avec du Brésil, un Robusta, on sait aussi qui l'achètent aujourd'hui. Voilà, il y a quand même pas forcément une génération, mais des vieilles habitudes quand même qui sont là, qui sont sur certains blends. Et on voit l'évolution des nouveaux blends justement qui sortent de ces sentiers battus. Et finalement, en osant, c'est toujours impressionnant. En expliquant bien sûr, en faisant notre travail, l'histoire, le pourquoi du comment, mais on peut dernièrement, on peut largement sortir justement des blends que je pense que tout le monde connaît, qu'on peut retrouver à peu près partout. Et on y revient, le but, même si on veut quelque chose de rond, d'équilibré, qui va plus aller sur une machine expresso, qui va bien s'adapter, on peut quand même, enfin, je ne sais pas qu'on peut, c'est qu'on se doit, c'est notre métier,
à partir même de vieilles recettes, de les amener un peu ailleurs, hors des sentiers battus quand même. Il y a de quoi faire. Très bien, super. C'est très intéressant. Ça remet un petit peu les idées en place, effectivement, sur le blend. En préparant la conférence, plusieurs d'entre vous ont insisté sur le fait qu'effectivement, c'était peut-être plus difficile de faire un blend que de faire un mono-origine, un single. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est quid de la torréfaction. On est dans un salon de torréfacteurs, professionnels du café. Donc on a vu qu'il y avait ce challenge, cet aspect très créatif, ludique justement dans la composition, dans le choix, qu'on pouvait en grosso modo tout faire avec le blend, et c'est ça qui en faisait sa caractéristique. Mais alors moi je croyais que la signature du torréfacteur c'était justement la torréfaction et pas la création, pas la composition. Donc c'est dur de torréfier un blend. Est-ce que c'est plus dur que torréfier un single ou pas? Je dirais en fait on torréfie 3 singles et après il faut réfléchir à ce que ça peut donner et travailler justement sur l'assemblage des choix de café qui ont été sourcés. Mais la variable, il y a encore une variable importante, c'est la variable torréfaction. Quelle torréfaction on va poser pour les cafés qui vont composer l'assemblage, quoi. Alors donc Claude, tu es un adepte du post-blend. Tu mélanges après torréfaction, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, très bien. Et pourquoi alors? Déjà, je pense que, on parlera sûrement des pures origines, mais en fait, je pense qu'en fait, par rapport à la composition des grains, selon les grains qu'on va utiliser, on a un certain nombre de critères qui font qu'on va conduire une torréfaction de telle ou telle façon. Et donc, en fait, pour moi, torréfier des grains qui sont très différents, ça peut probablement être une source d'erreur dans la qualité de la cuisson. Et ce sont des grains que tu présentes en single aussi ou pas? Oui, ce sont des grains que Et tu fais la même torréfaction? Non. Non. D'accord, très bien. Donc tu as une torréfaction, des profils blend et des profils single. Oui. Très bien. Je crois que tu fais au contraire, toi, du pré-blend. Hein? Non, pas du tout. Non, du post-blend aussi. Et l'approche que j'essaie d'avoir justement dans la création, c'est dans un premier temps, on va commencer par mélanger nos singles origines une fois qu'ils ont été torréfiés selon des profils déterminés classiques entre guillemets, et ensuite une fois qu'on a goûté une première fois l'assemblage qu'on souhaite, on va pouvoir corriger en regardant si on veut augmenter ou réduire le temps de développement sur telle origine, et si on veut se pousser plus celle-là ou pas, si on veut la torréfier un peu plus rapidement ou de manière plus longue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est donc pour la complexité, où c'est sûr, comme on est vraiment sur une alliance de 2-3 cafés, la torréfaction en fait a tout son sens, et au final on a beaucoup de combinaisons possibles, à la fois sur les pourcentages de chacun des cafés qu'on va mettre, mais aussi au final sur le niveau de torréfaction sur chacun des cafés, pour trouver vraiment ce qui nous convient. Et après, le plus difficile, c'est la reproductibilité, parce que aujourd'hui on a un peu plus aidé avec les logiciels, mais sans logiciel c'est complexe, quoi. Guillaume, toi tu es aussi en post-blend? Oui, j'ai une grosse préférence pour le post-blend. Après, ça pourrait être intéressant, je dis bien ça pourrait, d'avoir un torréfacteur qui remet au goût du jour aussi cette approche. Après, je pense que c'est très complexe. Il faudrait trouver des grains qui soient extrêmement proches en termes de densité, d'humidité, de process, d'altitude, au niveau de toute la pratique agronomique, d'avoir un truc très similaire. Et je dis bien peut-être qu'on pourrait avoir une approche de la torréfaction et du coup mettre en avant une logique aussi de production où, voilà, vous savez ce que c'est quand on fait du post-blend, ça prend du temps, mais c'est souvent plus satisfaisant, on va dire, pour un torréfacteur de créer des profils au plus proche de chaque grain. Mais si on prend dans l'idée, on peut avoir un café de coopérative avec des cribles très différents, des variétés très différentes. Théoriquement, il faudrait les séparer, les retorréfier séparément et les réassembler. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir une approche comme ça qui reviendrait au goût du jour, comme le blend à une époque. Voilà, c'était pas très populaire. Aujourd'hui, ça revient un petit peu à la mode. Voilà, ça peut être un sujet de réflexion. Alors Thomas de Kawa, qui n'est pas là parce qu'il est en train de passer les championnats, mais qui est aussi un finaliste
du concours du meilleur mélange de France. Lui, justement, fait du pré-blend et dit des choses très intéressantes. À l'Arbre à Café, nous aussi, on fait, sur certains mélanges, on fait du pré-blend. Et ça permet de beaucoup réfléchir, justement, de beaucoup connaître ces cafés, parce qu'on va jouer justement sur les effets d'entraînement, sur les effets de chauffe, avec des cafés qui vont être plus denses, qui vont avoir besoin de plus de chauffe au début, et puis d'autres qui vont gagner avec un développement plus important. Et donc il y a toute une construction justement de profil qui est intéressante sur l'ensemble. Et c'est un vrai challenge qui demande beaucoup d'émulation et surtout beaucoup de débats en interne. La difficulté... Ça, je vous invite vraiment à faire ça sur les échantillonneurs, parce qu'il y a un effet de masse qui est intéressant. La difficulté surtout, c'est de réussir à avoir une torréfaction homogène sur 2 différents grains en même temps, avoir la même colorimétrie à l'intérieur et à l'extérieur sur les 2 grains. C'est chaud, c'est difficile. C'est très chaud et on en reparlera, je crois, ensemble sur le service, sur l'extraction, hein, en termes de taille de grain. Donc le torréfier le blend, ça demande effectivement une expertise de blend. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui ne fait que des blends, justement, que des assemblages? Non, les deux. Vous faites les deux, d'accord. Donc vous êtes à la fois rôtisseur, c'est-à-dire révélateur pour les singles, et puis torréfacteur créateur pour les blends. Donc, autre question, justement, on continue sur le chemin de nos métiers, puisque le collectif café s'appelle collectif, puisqu'il rassemble l'ensemble des métiers du café. Si on passe à la partie barista, est-ce que c'est plus dur d'extraire un blend que d'extraire un single ou pas, sachant qu'on a dans l'idée que tous les coffee shops, tous les professionnels ont cet espresso blend qu'ils négligent un petit peu, parce que c'est le café de tous les jours, qu'on va justement dissimuler ou mélanger avec du lait, qui est le café facile à extraire, facile à servir, beaucoup plus plastique, ou je dis une grosse erreur? C'est pas déconnant. C'est effectivement, il y a quand même une torréfaction à adapter pour un expresso, effectivement. Alors on touche à notre sujet. Est-ce qu'on fait un blend pour l'expresso uniquement? C'est vrai que c'est très souvent associé. Est-ce qu'on fait un blend pour tout le monde? Est-ce qu'on fait un blend pour des méthodes douces? Voilà, c'est des réalités pour lesquelles nous on est plus confrontés parce que par notre taille, on va dire. Est-ce qu'on a la place de segmenter des blends pour chaque mode d'extraction? C'est autre chose. Mais pour revenir à la question initiale qui était... J'ai perdu le fil. Quelle extraction pour le blend? Quelle extraction pour le blend? Toutes, c'est à nous de le... Oui, voilà, tout est possible. Tout est possible. Ce que j'entends, et ça tout peut être possible. Justement là, on peut commencer par cette question. Le blend, c'est forcément pour l'expresso ou pas? Pas forcément. Moi, je pense que ça peut être intéressant de le visualiser aussi pour d'autres types d'extraction. Après, sur ce concours-là, l'approche était sur expresso. Est-ce qu'on peut imaginer un blend qui soit aussi bien sur expresso que sur méthode douce? Ça, c'est aussi un autre débat. Mais de toute façon, la partie barista est à prendre en considération. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut imaginer la même difficulté pour un torréfacteur que pour un barista d'extraire finalement une tasse qui reste encore une fois inédite parce que process différents, variétés différentes, etc. Et c'est ce qui rend l'intérêt et l'attrait pour ce type d'exercice, selon moi. Alors, est-ce qu'il y a des blends qui sont impossibles à extraire en espresso? Je crois que tu avais un point d'attention, en tout cas, sur la trémie. Effectivement, sur la réalisation. C'est toi qui m'avais dit ça, non? Non, c'est moi. Ah, pardon. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler de cette contrainte qui toi, t'a sauté aux yeux et qui a un petit peu conduit ta démarche dans le blend espresso, justement? Encore une fois, c'est aussi le résultat d'expérimentation pragmatique. Moi, c'est mon parti pris, mais ça reste que mon analyse personnelle. C'est ce qui nous intéresse ici. Voilà. Celle du champion. Dans l'expresso, on peut imaginer en fait que finalement nos clients ou revendeurs ou autres, ils vont travailler en fait avec un système de moulin avec une trémie qui a un effet d'entonnoir, de rétrécissement.
Donc, si vous voulez garantir un équilibre entre chaque tasse servie au dégustateur, pour moi, il faut prendre en considération le fait qu'il y a un effet de rétrécissement. Si vous êtes sur une composition, ce qui peut être un choix, moi je ne critique pas cette approche-là, mais si vous êtes sur une composition avec des pourcentages qui sont trop faibles, d'autres trop importants, ou alors un nombre incalculable de cafés qui vont être rassemblés dans cet assemblage, vous allez automatiquement avoir une tasse qui va être inconstante, et donc potentiellement des clients qui vont avoir un rendu de votre vision qui va être altéré. Donc pour moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aller sur la simplicité. Et sur la question de l'assemblage, on peut aussi se dire que deux cafés extraordinaires vont forcément bien aller ensemble, et parfois c'est pas forcément le cas. Donc c'est des petites erreurs à éviter, on va dire, dans cette création-là. Deux excellents cafés ne vont pas forcément communiquer bien ensemble, et 16 cafés dans un même assemblage ne vont pas forcément donner quelque chose de régulier sur du long terme. Et c'est aussi si on parle de coût de revient, ça peut être très compliqué, si on a 16 cafés dans un assemblage, d'arriver à faire quelque chose qui soit accessible pour le client. Alors ça, c'est pour les artisans. Les industriels mettent parfois plus d'une dizaine d'origines de café dans leur assemblage pour permettre justement d'avoir une bonne régularité. Est-ce que vous avez déjà été confronté justement à cette... parfois un péché du torréfacteur qui n'a pas été barista en disant bah, « moi je crée mon café, et puis les baristas se débrouilleront, pour pas dire autre chose, à l'extraire. » Non, alors, les blends que je fais, moi j'essaie après de les extraire moi-même sur ma propre machine. Je fais attention de bien m'équiper pour pouvoir essayer de respecter les standards et d'avoir... alors, j'ai pas eu les grandes formations de barista, mais en tout cas, suivre les petites formations pour connaître les bases sur l'espresso et justement pouvoir ensuite restituer ça à la clientèle. Et si demain, je vends un blend à un CHR, un coffee shop, il va y avoir aussi l'approche de formation et de lui donner mes recommandations sur les typologies d'extraction, le grammage, la température chaudière, le temps d'extraction, etc. Et si possible, je lui règle son moulin s'il me laisse la main, bien entendu, quoi. Mais là, ce qu'on vient d'entendre, c'est que assembler, marier, faire une alliance, par exemple, d'un Éthiopien et puis d'un Pacamara et d'un Robusta, c'est à peu près impossible puisque la taille des grains est tellement différente qu'effectivement, dans la trémie, va se créer un blend spontané ou lié à la pression, tout simplement. Bah, pour moi, ça crée une difficulté supplémentaire. Après, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça va juste demander, je pense, pas mal de tests pour le torréfacteur, pour le barista. Et puis après, il faut faire un test à grandeur échelle. On imagine un coup de feu en cuisine, on sort 40 expressos et puis on fait l'analyse des 40 pour voir si on a une régularité. Et après, ça peut être un parti pris de se dire on crée un assemblage qui va être irrégulier, donc avec des proportions un peu loufoques, et expliquer voilà, selon les journées où vous allez arriver, vous allez avoir une tasse différente. Moi, je ne suis pas convaincu de cette approche-là, mais ça peut être un angle d'attaque aussi, quoi. Blue Bottle vendait justement la Leva de Victoria Arduino avec ce concept-là en disant bah, c'est l'irrégularité et on vient goûter justement cette irrégularité. Donc si demain vous voyez un assemblage, vous goûtez un assemblage avec le même crible exactement, la même taille des grains, ce sera le tien peut-être. C'est ça. Non, ça reste compliqué aussi. Nous, je sais qu'on a un assemblage dans notre gamme où justement on met en avant des terroirs fixes et on assume clairement que d'une année après l'autre, on a une tasse différente. Ça permet un petit peu, encore une fois, de mettre un angle de vue sur le côté saisonnier, le côté récolte du produit qui est souvent oublié des fois par les consommateurs de café, quoi. Alors Claude, alors c'est vrai que par rapport à ça, ouais. Cet assemblage qu'on crée, en fait, derrière, l'idée c'est quand même d'en faire, on a projeté un peu ce qu'on attendait, et donc l'extraction va être la conclusion un peu de ce qu'on a projeté, et ça va effectivement permettre la validation du travail qui a été réalisé en amont. Après, je dirais que il y a une inconstance, c'est cet assemblage, on ne le garde pas que pour notre plaisir de la dégustation.
on va le partager soit en travaillant avec des coffee shops, soit nous dans notre propre boutique pour des dégustations, où là, globalement, nos paramètres d'extraction vont être toujours assez proches les uns des autres. Par contre, il faut se dire que cet assemblage, il va aller chez nos clients. Et en fait, chaque client va avoir sa propre façon d'extraire, avec des machines qui seront différentes, avec un peu plus court, un peu plus allongé, un peu plus serré, un peu moins serré. Donc en fait, il y a une variabilité qu'on ne maîtrise plus après. Donc c'est un peu le retour des clients qui nous... À la fois, on leur donne le conseil, comme le disait Benjamin, sur un certain nombre de paramètres pour avoir ce qu'ils ont goûté en boutique pour pouvoir retrouver le plus près possible. Et puis, ce qui est intéressant, c'est quand on travaille avec un client, c'est d'échanger avec lui sur le retour. Et en fait, peut-être, en fonction de son retour, de l'aider à affiner l'extraction et l'utilisation de la machine à expresso qu'il va avoir pour essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a envie de lui proposer, quoi. Donc la torréfaction, c'est comme le rugby. On l'aime parce que le ballon est ovale et le rebond est inattendu. Il y a un peu de ça quand même, hein, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe chez le client, en fait. Et en fait, tous les 4, tous les 5, avec Thomas, je pense qu'on est tous avec une boutique, avec des clients, et en fait... Voilà, ils sont tous différents et en fait l'idée c'est quand même de les aider à apprécier quelque chose, même si les modes d'extraction vont être différents. Alors on va justement parler des clients. Maël, comment on vend un assemblage? Je ne sais pas si on vend un assemblage chez toi, un blend, un mélange. Qu'est-ce qu'on vend et comment on le vend aux particuliers et aux professionnels? On en vend 7 même différents sur notre 7? gamme. Ouais, on en est là maintenant. Donc c'est quand même quelque chose qui a toute sa place dans l'offre. On le vend différemment d'un single évidemment parce que on y revient. Il y a une histoire d'origine. C'est vrai qu'un single, on va pouvoir parler chez tout le monde comment on va vendre un mocha d'Éthiopie, un mocha rare. On va parler de son altitude, on va parler de son process, et puis on va parler du fermier surtout. En fait, on va le mettre en avant le fermier quand on parle d'un single. Quand on vend un blend, est-ce qu'on va parler des 3 fermes, des 3 fermiers, des 3 altitudes, des 3 process, ou est-ce qu'on va peut-être parler un peu plus de notre travail déjà? Est-ce qu'on va peut-être pas parler un peu plus de nous? Pour ma part, si. Et alors, comment est-ce que tu parles de toi alors? En bien, toujours. Mais voilà, là, c'est vrai que c'est un autre discours qu'on met en avant. Donc après, alors c'est le jeu de la vente qui est toujours là, bien sûr, l'extraction, comment on le consomme. La question sous-jacente, c'est de dire, OK, comment est-ce que tu valorises dans la vente tes assemblages ou tes blends aussi bien que les mono-origines? Est-ce que tu pars dans une hiérarchie, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît peu le café, tu vas l'orienter vers les blends? Est-ce qu'il y a une hiérarchie tarifaire? Ou est-ce qu'au contraire, tu mets quelque chose en plus, peut-être de plus personnel, puisque c'est ta signature, comme tu disais? Effectivement. Alors bien sûr, chaque vente est unique, hein, ça on le sait, donc ça va dépendre de la personne. Mais moi, l'idéal, effectivement, si je peux vendre un single origine et un blend en même temps, les deux en même temps, ça c'est le nirvana, ça c'est parfait. On a vendu notre travail et le travail du fermier, c'est génial. Mais c'est vrai que oui, ça va demander un autre travail d'explication et c'est ça. Là, on va plus parler de notre travail, on va peut-être plus parler de torréfaction, on va peut-être plus parler de notre marque historique de magasin. C'est vrai que c'est un autre discours qu'on va essayer d'adapter en fonction de ce que recherche la personne. Si on sent que la personne recherche un lien un peu plus de fidélité avec son torréfacteur de quartier, bien sûr, on va peut-être l'amener sur ce blend-là, pour pas qu'il aille chez le torréfacteur de l'autre quartier. Donc il y a la petite partie commerciale, bien sûr, va aussi rentrer dans le goût. Claude, est-ce qu'on peut être torréfacteur et commercialiser son café sans faire de blend? Ne faire que des pures origines? Ne faire que des pures origines? Non, je pense que, comme on disait, en fait, le blend, il est quand même notre création. Donc, c'est en même temps que travailler les pures origines, c'est montrer un savoir-faire et c'est montrer une audace dans le travail de torréfaction et de choix de différents ingrédients pour faire notre recette. Après, si on reste sur les origines pures, en fait, après, c'est une question de vie personnelle, quoi.
En fait, moi je sais que j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir effectivement aller sur les champs de production, de rencontrer des producteurs et que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Guatemala. Et en fait, de pouvoir systématiquement, quand on allait chez un producteur, la première chose, c'est bonjour et cupping. Et donc, en fait, eux, leur approche, c'était... Ben voilà, on fait des beaux cafés, on a envie que vous les connaissiez, on a envie que vous les goûtiez, on a envie que vous les appréciez. Et en fait, c'est ce qui fait que derrière, on va s'attacher à un producteur, on va s'attacher à un café particulier et on va peut-être le sourcer et puis l'avoir dans notre boutique. Et donc, en fait, les pures origines, elles ont cette importance pour moi, c'est qu'en fait, elles font le lien. Nous sommes le lien entre le producteur et le consommateur. Et en fait, ce que j'ai goûté en cupping chez le producteur, j'ai envie aussi de le faire déguster, pas forcément en cupping, parce qu'on ne fait pas forcément de cupping dans des boutiques, mais soit en origami, soit en Chemex, soit en expresso. Enfin, l'idée, c'est une attache très importante à l'origine pure parce que en voyageant on voit un peu l'énorme. Mais là nous on est là pour parler du blend. Ouais, du coup effectivement le blend il est plus uniquement la signature. La question, justement. Il est plus la signature de la boutique. En fait on propose le blend quasi systématiquement. Ouais. Les origines, parce qu'effectivement, comme disait Maël, on peut parler de l'ensemble de l'environnement, mais le blend, parce que du coup, on va parler plus de notre entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des clients à blend et des clients à mono-origine chez vous, dans votre expérience? Il y a les deux. Après, il y a des clients qui vont être plus touchés par le travail du torréfacteur et d'autres par le travail de l'assembleur qui sont parfois la même personne ou les mêmes personnes. Je vois Pauline en face de moi, on a un assemblage chez nous, elle pourrait le reconnaître parmi une centaine de cafés différents. Et au final, c'est pas forcément le profil de la tasse, c'est l'angle de vue qu'on va donner. Un single, ça reste mettre en valeur effectivement le travail d'un terroir, d'un producteur. Un assemblage, ça reste encore une fois un choix inédit et je pense qu'il faut le justifier par une conception collective du travail qui peut aller du producteur jusqu'au client ou juste un reflet du projet professionnel dans lequel vous êtes inscrit. Et on a des clients qui sont des inconditionnels et ils vont rechercher cette marque de fabrique, cette approche. Et ils viennent chez vous uniquement pour ça. Donc après, ça peut être intéressant d'avoir un point de repère pour des clients et un point de repère aussi pour une entreprise qui va évoluer, mais qui va avoir cette Madeleine de Proust, en fait, qui va être continuelle, on va dire. Et alors, si on parle tarif, où se situent vos blends dans votre grille tarifaire? Est-ce que vous avez des blends dans le haut du panier? Les blends sont dans le bas du panier? À quel niveau? Là, chacun d'entre vous. En ce qui me concerne, les blends pour le CHR, les bureaux ont tendance à être plutôt sur une entrée de gamme parce qu'il y a une importance prix et économique qui est très importante pour eux. Et ensuite, mon blend signature va lui se retrouver dans le haut de ma gamme. Et celui qui a été fait pour le concours, on avait tous une contrainte de l'agroforesterie. Et donc mécaniquement, on arrive sur des cafés qui sont un peu plus chers quand même, quoi. Il n'y a pas forcément de règles, chaque blend a son objectif. J'ai un objectif de création pour plus tard, où justement c'est de créer un entre-deux pour commencer à faire monter un petit peu, et en qualité et en termes de prix, les professionnels. Donc sur un blend semi-premium, entre guillemets, entre le signature et l'entrée de gamme. Au final, chacun peut avoir son choix. On peut aller dans chacune des échelles de prix sans problème, quoi. Mais il a tout dit en fait. C'est vrai que chez nous c'est pareil. Voilà, ça va partir du moins cher, effectivement, peut-être plus sur les restaurations, des mélanges italiens, des choses comme ça, et jusqu'à nous on va avoir deux blends qui sont parmi les plus chers en rivalité avec des pures origines également. Pour X raisons, les assemblages, la matière première bien sûr, mais voilà, oui c'est possible aussi. Claude ?
Nous, on se situe en fait en milieu de prix, au niveau de gamme. En fait, on n'est pas dans le bas de gamme pour tout le monde et on n'est pas dans le. Donc on valorise sa signature. Voilà, il faut pas non plus le brader parce que c'est quelque chose qu'on a créé, c'est quelque chose qui a une valeur pour l'entreprise et en fait. Ça va dans l'ordre des choses. Hein. Je rappelle que les derniers champions du monde utilisent des blends, même en brou, justement. Et donc c'est l'âge de la valorisation effectivement de la signature, de cet aspect créateur du torréfacteur. Demain donc les résultats du concours pour lequel vous avez travaillé de longues années. Il y a des récidivistes dans ce concours, parfois qui ont déjà gagné. Et je voulais un petit peu voir comment est-ce qu'on fait un assemblage ou un blend de concours. Comment ça se passe dans une entreprise, dans une torréfaction ou dans sa tête. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre sur cette création de café, chacun? Alors déjà, je dirais que il y a plusieurs angles de vue, mais il faut bien déterminer quelles sont les attentes de ce concours, quel est le public de ce concours, et ça va donner un résultat différent en fonction de tel ou tel public, tel ou tel concours. Ensuite, le mode d'extraction qui est à prendre en considération, bien évidemment, les paramètres qui vont être utilisés pour l'extraction, qui sont à mon avis à prendre en considération parce qu'on peut avoir des rendus différents et notamment à l'expresso, on peut énormément changer le profil de tasse en fonction du réglage. Et puis bien évidemment, il faut quand même se faire plaisir et mettre en avant un aspect qu'on veut rendre visible dans cet exercice-là. Claude ? Oui, c'est effectivement ça. On a envie de... Voilà, c'est un peu un challenge et on a envie de montrer un peu c'est un partage en fait quelque part avec les collègues et un échange et ça permet de valoriser ou de mettre en avant ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire, quoi. Maël, toi, comment est-ce que tu as préparé cet assemblage ? C'est du boulot aussi. Il y a bien sûr la recherche de quelque chose qui va nous récompenser, nous gratifier. C'est quand même un travail, un minimum, c'est des heures. Pour des petits comme nous, c'est pas simple parce qu'il faut. Mais alors, qu'est-ce qui te prend le plus de temps ? Quelles sont les parties les plus. De la préparation du blend. C'est tout, c'est la totalité, de A à Z, ouais. Non, la totalité, effectivement, de la dégustation, peut-être la dégustation, mais et encore, même pas. Non. Mais bref, c'est évidemment du travail. Pour les petits, c'est pas évident non plus, parce qu'on n'a pas forcément le recul, hein. On est très souvent novices, donc c'est comment on va faire. Mais on se lance parce qu'on est très joueur et parce qu'on amène quelque chose dont on est sûr de toute façon aussi. Donc c'est le jeu. Mais c'est un sacré boulot, ouais. Benjamin ? Ce concours, pour moi, c'est le tout premier. J'ai fait aucun concours de championnat de torréfaction. Merci. Mélange expresso ou autre. Et il y avait vraiment une approche très découverte. Donc j'ai commencé par goûter les anciens gagnants pour voir ce qu'on attendait d'un café. Et en ce qui me concerne, c'est très bon café, pas photo, mais ça me parlait pas. Parce que c'était pas ma signature, ma patte, voilà. Des très bons cafés. Un souvenir de Goma est excellent, il n'y a pas de souci, mais, mais c'était pas, en fait, ça ne me ressemblait pas. Donc j'allais pas repartir sur les mêmes choses. Plus les contraintes qu'on avait cette année d'agroforesterie. Donc du coup, mon parti pris a été surtout de faire un blend pour mes clients. Qui soit représentatif de la gamme, qui soit... Tu les as tous invités demain matin, c'est ça ? Presque. Alors, vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est j'ai fait l'assemblage, le premier, j'ai fait mes différents pourcentages en cupping pour goûter, etc. Avec mes salariés, on a goûté ensemble. Il y a eu un consensus sur... Donc c'est une aventure collective. Oui, collective. Et ensuite, j'ai fait goûter en partie à des clients. J'ai mis dans le moulin sans dire que je participais à un concours, etc. pour profil d'extraction, pour voir comment c'était accueilli. Et en tout cas, celui qu'on a fait a été bien accueilli au démarrage et on a enchaîné et on a emmené nos clients là. J'ai Instagrammé, Facebooké un petit peu là, en prenant en photo le jury pro, etc. Plein de commentaires. On a emmené la communauté au Bon Kawa en fait avec nous et c'est ça qui est chouette, quoi. Très bien. Donc on est sorti en fait du créateur dans sa tour perchée
pour effectivement faire quelque chose de collectif. C'est une notion sur laquelle vous êtes plusieurs à vouloir avoir insisté. Merci beaucoup. Très bonne chance pour demain. Est-ce que vous avez dans le public, est-ce que vous avez des questions à ces 4 finalistes sur le blend? Donc je rappelle, pendant que Marie-Hélène fait tourner le micro, très bien. Je rappelle donc demain 10h30 midi, dégustation de 3 des blends, donc les 3 blends finalistes au stand BWT, et puis résultat à partir de 16h30 ici même. Merci Hippolyte. J'avais une question en tant que consommateur et je me posais la question si le blend pouvait servir à initier peut-être des nouveaux consommateurs qui découvrent le café de spécialité. Et si peut-être c'était une transition qui pouvait être intéressante, ou pour vous, quelqu'un qui s'intéresse au café de qualité, lui faire découvrir une single origin ou un blend, ça va être équivalent d'un point de vue compréhension et approche. Ça, c'est une première question. Et la deuxième, c'est je me suis absentée un petit peu, mais j'espère que ce n'est pas la question que je vais poser, c'est parce que vous avez dit à ce moment-là. Mais est-ce que le blend, à un moment donné, on ne met pas aussi peut-être autre chose que de l'arabica et du robusta pour faire quelque chose peut-être effectivement de moins cher et de moins quali ou de plus... Alors ça, on a bien répondu à cette question. Ah d'accord, ok. Donc alors on ne revient pas là-dessus, excusez-moi. Et donc je reste sur ma première question. Comment un nouveau consommateur qui s'intéresse au café de qualité, est-ce que ça peut être un moyen de vendre peut-être plus facilement du café? Sur le concours en lui-même, il y a aussi ce qu'on met derrière, le café de spécialité. Moi, l'une des choses qui me tient à cœur, c'est le bien que fait le café de spécialité sur la filière, sur la chaîne de valeur du producteur au consommateur. Et typiquement, le blend de ce concours-là, pour moi, avec le thème de l'agroforesterie, c'était parfait pour initier la clientèle au café de spécialité et surtout au bien-être que ça apporte. Parce que l'agroforesterie, c'est meilleur pour l'écologie, pour l'impact social, le fait que les producteurs en vivent mieux, etc. Donc là, c'était parfait pour bien parler du café spécialité. Le thème du concours, en tout cas, était top. Et moi, c'est l'approche que j'ai eue avec. Et voilà. Je crois qu'il y a une autre question. Oui, c'est justement, parlant de l'effet positif de l'agroforesterie. Est-ce que je suis producteur de café, donc, je voudrais savoir, est-ce que ce concours est ouvert aussi aux baristas ou aux torréfacteurs qui ont des blends d'origine? Ce que j'appelle blend d'origine, par exemple, nous au Cameroun, on a des fermes à l'intérieur de laquelle on fait pousser du Java et du Typica. Et depuis des années en fait. Donc on est incapable de vous dire quel est le pied de Java et quel est le pied du Typica. Donc en fait, dans chaque sac de café, on a un blend. Est-ce que vous avez déjà vous avez intégré ce genre de concept dans votre démarche? Et est-ce que vous allez présenter un café pareil dans vos cafés lors du concours? Alors, eux, ils ne peuvent pas parler du café qu'ils ont proposé au concours. C'est secret. Il ne faut pas le reconnaître. Donc, en revanche, vous pourrez discuter avec eux sur ce qu'ils ont fait demain après 16h30 ou après 12h30, parce que je crois que la dégustation finit à 12h30. Allez déguster, votez. Il y a peut-être du café du Cameroun, il y a peut-être du Java et du Typica. Personne ne le sait, sauf je ne sais pas. En tout cas, on va le savoir demain. Voilà, la réponse demain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez des comptoirs sur lesquels on peut vous retrouver? Ou des stands? Oui, au village torréfacteur. Oui, je suis au village torréfacteur. Guillaume aussi, au Café Gonéo et Claude aussi. Oui. Bon, très bien. Donc, je vous donne rendez-vous au village torréfacteur pour goûter justement leurs assemblages, pas de concours, tous les autres peut-être, et puis chez eux, dans leur ville respective. Merci beaucoup. Merci Hippolyte. Et à très bientôt.